Bonjour à tous et bienvenue. Après le National 1 et la Ligue 2, place à la présentation de la Ligue 1 qui reprend ce soir avec le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Et avant de rentrer dans le détail de certains clubs, on va poser le contexte économique parce que forcément il a une énorme influence sur le sportif. Avec des droits TV encore en point d'interrogation mais qui, à coup sûr, seront les plus bas reversés au club depuis à peu près une vingtaine d'années, et bien la cure d'austérité se poursuit et on a énormément d'équipes qui ont dégraissé leur effectif et qui n'ont pas remplacé numériquement leurs joueurs. C'est pour ça qu'on a une Ligue 1 de plus en plus jeune, parce qu'il y a de plus en plus de personnes du centre qui montent en équipe première. Alors c'est ironique au moment où on a le retour de Pogba, Giroud, etc. et Thauvin. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a des effectifs de plus en plus réduits, notamment pour ceux qui ne font pas de Coupe d'Europe. Donc, outre le fait que des joueurs se retrouvent sur le carreau, on a des clubs qui sont toujours, le 15 août, dans le besoin de vendre des joueurs parce qu'ils avaient promis ou qu'ils avaient planifié dans leur budget un certain nombre de millions pour vendre des joueurs. Or, ça n'a pas encore été le cas. Et forcément, outre le fait que certains n'ont pas encore réalisé les ventes espérées, on a aussi de l'autre côté des effectifs qui n'ont pas été réellement renforcés ou alors à prix réduit. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Prenez par exemple le cas du Havre. Le Havre a récupéré énormément de joueurs qui étaient en fin de contrat, que ce soit en Ligue 2, que ce soit un petit peu à l'étranger. C'est-à-dire, on va se débrouiller sans trop de moyens. On a des clubs qui ont dépensé 0 € de transfert cet été. On peut également penser à Angers, qui va se recruter également peut-être malin, très peu, qui va laisser des joueurs. On sait que c'est la plus petite masse salariale du championnat de France, notamment avec les départs de Diony et Ounou, qui étaient les deux plus gros salaires du club. Mais par exemple, Angers, s'étaient dit, bon, ils allaient peut-être faire une vente, soit Abdelli, soit Fofana. Pour le moment, les deux ne sont pas encore partis, sachant que Angers a tenu aussi son salut sur les transferts par le transfert d'Aït Nouri et ils avaient un pourcentage à ce sujet-là. Donc le SCO et le Havre, on sait que ce sont des petits budgets, même si le rachat au Havre, on parlera bientôt des nouveaux propriétaires parce qu'il y a énormément à dire. Et quand vous regardez donc ces équipes qui font avec les moyens du bord, on a toutes les autres. Et les autres, elles vont dans des nouveaux marchés. C'est-à-dire que depuis des années, on a la Scandinavie, la Suède et la Norvège principalement, aussi un petit peu, on va dire l'Europe du Nord, le Danemark, qui sont ciblés pour aller faire des joueurs parce qu'on se dit que ce sont des marchés moins chers. Sauf que la Suède, ça devient cher maintenant. Et donc on a un nouveau marché depuis 2 ans, c'est l'Autriche, qui auparavant, il n'y avait quasiment aucun club qui allait recruter en Autriche. Donc en fait, on a, on va dire, ces nouveaux marchés-là. On va trouver aussi beaucoup de Pays-Bas, un petit peu de Belgique, sauf que la Belgique, ça devient cher, alors pas sur le salaire, mais sur les indemnités de transfert. Donc on a cette Ligue 1-là qui va explorer de nouveaux marchés pour essayer de recruter le moins cher avec des jeunes joueurs qui ont potentiellement le profil pour, on va dire, performer et dans 1 ou 2 ans être vendus. L'idée, c'est vraiment ça. C'est pour ça aussi qu'on a une Ligue 1 de plus en plus jeune. C'est évidemment par nécessité économique pour réduire la masse salariale le plus possible, mais aussi pour les mettre en avant, parce qu'on sait que l'année prochaine, il faudra vendre encore plus que cette saison. Donc bienvenue dans cette présentation, comme on peut le voir, où le financier influe énormément sur le sportif. On va débuter par le haut de tableau, bien évidemment avec le Paris Saint-Germain, immense favori pour cette saison. Alors on va juste expliquer une petite chose, mais la direction réfléchissait à cause de cette saison super longue, on se rappelle avec cette finale de la Coupe du Monde des clubs. Les joueurs donc ont repris plus tard que les autres équipes de Ligue 1, et il y avait l'idée au début de d'y aller piano et peut-être de reposer même, on va dire de permettre à certains joueurs d'avoir plus de temps pour être en forme, notamment pour le début de la Ligue des Champions en octobre. Donc est-ce que cela aura une incidence sur les premières rencontres du championnat d'un niveau physique? C'est une question. Mais derrière Paris, parce qu'on a presque envie de dire, c'est comme la Ligue 2. La Ligue 2, c'était financièrement, c'est Saint-Étienne et les autres. Là, en Ligue 1, c'est pareil. Ce qui n'empêche pas de bien travailler, peut-être, on va dire, au moins d'être plus régulier. Parce que c'est le problème en Ligue 1, on a des équipes qui sont capables de faire des exploits, mais qui ont du mal à le répéter sur la durée et qui, on va dire, ont une irrégularité très constante. Donc derrière, quels sont les favoris, on va dire, pour la Ligue des Champions? On va évidemment parler de Marseille, qui a cette ambition-là. On sait que ce nouveau projet incarné par Mehdi Benassia. Alors le groupe, ils ont réussi à garder leur cadre, ça faisait très longtemps. C'est-à-dire Rabiot, Højbjerg, Grouli. C'est les 3 cadres réellement de l'équipe. Et après, vous avez quand même un cadre technique comme Greenwood qui a eu un passage très compliqué, on va dire, vers mars, avril. Les gens n'en pouvaient plus en interne parce qu'on avait l'impression, il y avait beaucoup de je m'en foutisme et tout. Et qui a fini très fort la saison avec une attitude beaucoup plus positive. En tout cas, c'est ce qui se dit en interne. On a ramené son ami, notamment Angel Gomes. Et surtout, on a fait un mercato où on a eu le temps. Normalement, Marseille travaille souvent dans l'urgence. Prenez l'exemple de Vitinha il y a des années. Vitinha, il était à peine scouté. On leur a proposé, ok, on le fait. Là, non. Mais Chao et tout, ce sont des joueurs depuis des mois qui sont supervisés. Alors après, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas à moi de le dire? Ce qui est certain, par contre, c'est que les Weah, les Chao et tout ça, c'est des joueurs qui ont été supervisés depuis des mois, à de nombreuses reprises, et on a tout fait pour les faire venir. Par exemple, Chao, on a fait venir son père avant, on l'avait invité quelques jours, on l'avait montré Marseille, des quartiers, le club avait fait tout ça en amont pour convaincre le joueur, la famille, etc. Donc ils ont fait un vrai travail sur les recrues. Maintenant, ça marche ou ça marche pas. Dans tous les cas, ils n'ont pas fait ça à la sauvette, avec le but évidemment de terminer deuxième et cette fois-ci de combiner la Ligue des Champions avec la Ligue 1. Ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais on le répète, ils ont réussi quand même à conserver leur cadre. Néanmoins, l'effectif paraît encore un petit peu déséquilibré,
Il reste encore une quinzaine de jours, potentiellement au niveau des latéraux, voire au milieu de terrain, pour étoffer tout ça, avec également certains joueurs pour libérer de la masse salariale qui pourraient partir, parce que Marseille en a besoin, et on le rappelle qu'avant le 30 juin prochain, il y a encore cette idée de vente, et que Marseille a planifié une qualification en Ligue des Champions, c'est pour ça aussi ce recrutement. Recrutement avec souvent des prêts directs, avec option d'achat, des fois obligatoire l'année prochaine, pour payer pas énormément cette année, mais payer plus l'année prochaine, pour justement miser sur une qualification en Ligue des Champions, qui est nécessaire pour les finances de l'Olympique de Marseille. Côté Monaco, il y en a qui ont été étonnés du peu de recrutement, même si, bon, évidemment, on peut parler de Pogba, hein, on attend, on sait que voilà, s'il arrive pour novembre-décembre, ce sera bien physiquement, le club ne met pas de pression à ce sujet-là. Ansu Fati ou Monaco prend le salaire. Et le salaire, il est énorme. Ce qui fait qu'à un moment donné, Monaco, financièrement, on était bloqué, notamment à cause de la masse salariale. Donc, on verra ça donner. Ils ont choisi une certaine continuité à ce niveau-là. Le club, évidemment, le but, c'est l'objectif de continuer en Ligue des Champions. Et là, derrière, on a plein d'ambitieux. D'un côté, on a Strasbourg, parce que c'est marrant, dans une Ligue 1 appauvrie, on a de nouveaux riches. On a Strasbourg et le PFC. Alors, le PFC, l'objectif, c'est pas directement le top 4, évidemment. Mais ils ont recruté pas mal de joueurs. C'est pas encore forcément fini, mais surtout des grosses sommes. Pensez au Moses Simon, mais pas que. Otavio de Porto, là, c'est pour le coup très ambitieux. Et Strasbourg, est-ce que ça va bien prendre? Parce que forcément, quand vous amenez autant de nouveaux joueurs, alors, beaucoup de talent, etc., surtout les jeunes, ça prend forcément un peu de temps. Après, ils ont un coach très intéressant et tout. Mais Strasbourg et le PFC, c'est les nouveaux riches, dans une Ligue 1 pourrie, comme je le rappelle, et surtout Strasbourg. Donc, à voir ce que ça va donner. Et pour le reste, dans les ambitieux, vous avez Lille. Alors, Lille, on sait, voilà, ça a vendu. Tout le monde vante Olivier Létang, qui en effet a fait un travail très bien sur certaines choses. Mais le problème d'Olivier Létang, c'est qu'il veut être entraîneur, veut être directeur sportif et président. En fait, il fait des joueurs comme lui, il en a envie. Des fois, ton coach veut quelque chose, mais lui, il le fait. On rappelle quand même que Lille ne fait pas en Ligue des Champions, donc c'est un manque à gagner, et que tu as David et Gomez qui partent libres. Donc oui, tu fais deux grosses ventes, nécessaires, j'ai envie de dire, financièrement, parce que tu n'as pas assez de qualif en Ligue des Champions, et tu fais pas mal de joueurs. Alors on verra si les paris de l'étang sont bons à ce sujet-là, parce que ton effectif, forcément, a perdu en qualité, de par le souci des droits TV et l'absence de qualification en Ligue des Champions. Pareil pour Lens, qui a perdu énormément de joueurs ces dernières années. Alors là, au club, on sait qu'il manque un neuf, on se dit que c'est peut-être un peu juste au milieu, on espère encore que Fujini et Thomasson partent. Pour Pierre Sage, c'est un vrai défi. Quelqu'un qui peut amener une dynamique positive avec, on va dire, cet esprit de combativité, de don de soi. Ça se passe plutôt pas mal en interne, mais Lens, pareil. C'est l'effectif en 18 mois qui a perdu énormément de qualité. Alors, on a encore des joueurs qui, voilà, on imagine que Diouf qui devait aller à Burnley, mais Lens a été trop gourmand. Finalement, Burnley a dit, OK, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas non plus facile, parce qu'il y aura encore d'autres départs, c'est une question. Pareil pour l'Olympique Lyonnais, qui a perdu les Cherki, les Perry, la Casette et tant d'autres. Alors, on a repris des joueurs. D'ailleurs, c'est étonnant, Lyon, parce que Lyon doit vendre encore davantage. Le problème, c'est qu'on a Fofana, c'est lui qui devait partir cet été. Mais on a le père Fofana, comme je vous ai expliqué. Il a signé avec la fameuse agent Rock Nation, sauf que le mandat se termine en septembre. Et Rock Nation, ils lui ont donné un gros billet. Soyez pas étonnés si Fofana y reste cet été, parce que papa, il va partir du contrat de Rock Nation en septembre, il va négocier encore avec tout le marché, on va lui redonner un gros billet pour que le fils il parte l'hiver prochain. Soyez pas étonnés si ça se passe comme ça. Le problème, c'est que Lyon, ils vont faire quoi? Ils vont vendre Maitland Nice, alors que c'est un couteau suisse. Enfin, Lyon est obligé de continuer à faire des ventes. Donc, outre les incertitudes financières quant à la finalisation de l'effectif, on a surtout le doute à Lyon, c'est vis-à-vis de l'attaque. C'est-à-dire, si Miko Tadze se blesse, il se passe quoi? Et quid de Fofana sur le final, on ne sait pas trop. Donc, ça pose évidemment quelques questions, notamment sur la capacité du club à pouvoir tenir à la fois en Europe et en Ligue 1, sachant qu'il y a quand même des dirigeants très ambitieux, peut-être aveuglés par une certaine préparation. Évidemment, à suivre un jeune, notamment Mera, qui a été assez bon lors de cette préparation, qui va être intégré au groupe. Même si, bon, à Lyon, il y a toujours pas mal de choses, notamment ça pose pas mal de questions, parce qu'il y a quelques jeunes dangereux portugais qui ont été montés en équipe première. Certains disent qu'il n'y a pas un peu de favoritisme et tout. Attention, à Lyon, quand même, il y a pas mal de petites tensions comme ça. Donc, à voir ce qui va se passer, notamment autour de Fonseca. On aura le temps de disséquer ça. Dans les équipes qui peuvent aussi prétendre au tableau, attention à Brest. On parle très peu d'eux. Alors, ils ont perdu des joueurs, Malik Camara et tout. Ok. Mais Brest, ça a une ossature, ils vont encore un petit peu se renforcer. C'est un club qui a une dynamique positive. Et les dynamiques, elles vont être très importantes. Rennes, est-ce qu'ils vont pouvoir enclencher une dynamique positive? Parce qu'ils pensaient dégraisser facilement. Alors, c'est pas encore le cas, on sait qu'Alimundo bientôt va partir. Mais quand je dis dégraisser, c'est surtout les joueurs dont tu veux plus, qui sont des poids morts dans le vestiaire. Tu as pu en sortir en prêt, pas en transfert. Il y en a quelques-uns qui sont partis, mais tu as encore un effectif trop large, encore un peu déséquilibré. Mais tu as fait venir beaucoup de valeurs sûres. Camara, Rongier, je veux dire, pas n'importe qui quand même, notamment au milieu de terrain. Même Merlin, ça reste un bon latéral. Bon, pour Camara, par contre, oui, il a un accord avec Nice. Et puis Rennes va quasiment doubler le salaire, quoi. Plus donner 1 million de primes à la signature. Enfin, c'est la méthode de Rennes maintenant, c'est-à-dire, ok, tu lui donnes 125, 150, nous on va te donner 220, 250. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas moi qui paye à la fin du mois. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette relation très tendue à l'époque, il y a quelques mois entre Pouille et Bey, va durer longtemps? Est-ce qu'on est capable d'enclencher une dynamique positive à Rennes? C'est aussi un autre débat. Maintenant, côté, dire ceux qui ont un peu moins de moyens, il y a les interrogations. Nantes, plus les années passent, plus le cirque continue,
Alors là, on a vendu tout, hein, presque même jusqu'aux bijoux de famille. Fait quelques recrues. Tu mets forcément un point d'interrogation parce que chaque année, on se maintient ric-rac. Toulouse, on a très peu entendu. Ils sont très peu achetés au final, un peu vendus. Pareil, tu sens le ventre mou. Auxerre a moins de moyens. Ils ont le départ de Perrin, de Traoré qui était prêté par Bournemouth, qui est un super joueur. Ils ont refait l'idée des prêts. Ils ont fait 1 ou 2 prêts, notamment d'un joueur de Brighton, je crois. Quelques petits recrutements. C'est assez mal pour le moment. On va voir ce que ça va donner. Angers, on a expliqué. Angers, ils vont lutter pour le maintien, mais c'est un club qui est globalement bien géré sur la cohérence. Le Havre doit faire plein de paris aussi. On verra. Et côté promu, on a Metz. Alors évidemment, certains vont redouter la CAN. D'autres vont se dire que c'est pas tellement terminé. Ils vont notamment acheter un gardien quand même assez cher, je crois, pour Metz 3 millions. Ils attendaient peut-être un peu plus de départ. Après, c'est une équipe l'année dernière qui est montée quand même ric-rac, faut pas l'oublier, mais qui l'a mérité, on va dire, globalement, sur les playoffs, même si à ce match contre Dunkerque, où ils ont mis un carton rouge. Ils étaient très irréguliers l'année dernière, ils avaient un problème vis-à-vis du numéro 9 pendant un moment. Mais il y a plein de bons joueurs. Aujourd'hui, l'écart bas de tableau Ligue 1 ou de tableau Ligue 2, il est presque nul. Donc pourquoi pas, on a envie de dire. On a Lorient également, qui allait récupérer notamment Kouassi, mon petit latéral à Ajaccio, qui n'a pas énormément recruté. Alors, on sait que l'année dernière, on a dû faire ces fameux transferts, vous savez, à Bournemouth, le club parent, on va dire, de Lorient, avec notamment le petit Kouassi. À voir ce que ça peut donner, mais encore une fois, on ne sent pas des victimes expiatoires, mais plus pas mal d'équipes qui peuvent prétendre à se sauver. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, en espérant surtout que cette année, on parle davantage de football que des affaires hors terrain qui malheureusement ont miné le football français et sa Ligue 1 depuis tant d'années. Allez, keep the faith!